a sacrifice seduced for the altar of your vanity. A jealous, hungry God, craving praises of profanity. Bonjour. Bonjour. Nous sommes Marina de Franou et Alice Ngive. Laissez-nous être vos guides lors de cette courte introduction à la médiation en général et à la médiation familiale en particulier. La médiation et sa racine média sont des mots d'origine latine, mediato, signifiant entremise. Celle-ci est destinée à mettre d'accord, concilier ou réconcilier des personnes. De fait, la médiation est une pratique ou une discipline qui vise à définir l'intervention d'un tiers pour faciliter la circulation d'informations, éclaircir ou rétablir des relations. Ce tiers neutre, indépendant et impartial est appelé médiateur. La définition de cette activité varie selon les contextes d'application. Néanmoins, des constantes existent à chaque fois qu'un tiers intervient. À certains égards, et sous une forme archaïque, la médiation est presque aussi ancienne que les conflits interpersonnels. On en trouve des traces dans les écrits bibliques, tel l'épisode du jugement du roi Salomon et des 2 prostituées. 2 prostituées vivaient sous le même toit et avaient chacune mis au monde un fils à quelques jours d'intervalle. Une nuit, l'une d'entre elles se réveille et découvre son enfant mort. Folle de chagrin, elle le substitue à celui de la seconde prostituée. Au petit matin, cette dernière s'aperçoit de la tragédie, mais ne tarde pas à se rendre également compte de la supercherie. Elle réclame alors justice auprès du roi Salomon. Puisque l'autre mère nie les faits, le roi demande qu'on lui apporte une épée afin qu'il coupe en 2 l'enfant survivant pour que chacune des mères l'ait en partage. La vraie mère, pour protéger son fils, préfère l'abandonner à sa voisine. Le roi, reconnaissant là un acte d'amour maternel, lui rend alors son fils. Dans cette histoire bien connue, le roi adopte une position plus de juge que de médiateur. Pourtant, de par sa proposition, il ne prend parti ni pour l'une ni pour l'autre, conduisant ainsi chacune d'elles à revoir sa position de départ, ce qui peut effectivement s'apparenter à un type de médiation. On trouve une approche similaire d'accompagnement de réflexion chez nombre de philosophes. Platon, Pythagore ou encore Socrate et son incontournable maïeutique. Parallèlement, le théâtre, art en plein essor à la même époque, représente souvent le comportement des hommes entre eux. En forçant le trait, la comédie aide à faire passer des messages. Il s'agit certes plus de métaphores que de médiation au sens strict. Les historiens s'accordent de plus en plus à réfuter l'image commune d'obscurantisme du Moyen-Âge. Ainsi, nous avons tous en tête l'image d'Épinal du roi Saint-Louis rendant justice sous son arbre. Pourtant, à la même époque, la médiation est en plein essor, tel en témoigne la ville de Lille, avec ses apaiseurs ou paiseurs, véritables auxiliaires de justice, chargés de désengorger les tribunaux. Et oui, déjà, ces apaiseurs pratiquaient la médiation commerciale au sein de la bourgeoisie locale. Cette institution demeura jusqu'à la Révolution et nos juges de paix en sont l'expression moderne. Un bond dans le temps nous permet d'atteindre le siècle des Lumières et ses réflexions éthiques, plus laïques, exprimant la recherche d'autonomie individuelle chère à Spinoza, ou l'aboutissement de la Déclaration universelle des premiers droits de l'homme, inspirée par l'œuvre de Jean-Jacques Rousseau sur le contrat social. Depuis, l'harmonisation des rapports sociaux se poursuit sous de multiples formes dans nos sociétés occidentales. Cependant, la légitimité du tiers et les moyens mis en œuvre pour restaurer le lien social se sont transformés. La légitimité fondée sur la reconnaissance sociale ou sur l'autorité religieuse sont en perte de vitesse. Avec leur déclin, il a été nécessaire de les remplacer par des codes déontologiques qui régissent les pratiques, affirmant le caractère égalitaire, laïque et universaliste de la médiation. Ces valeurs trouvent à s'exprimer dans la devise officielle des médiateurs: neutralité, impartialité et indépendance. Aujourd'hui, on assiste à un déferlement de la médiation dans la vie quotidienne, et pas seulement juridique. Ainsi, on trouve des médiateurs dans la diplomatie, la culture, les banlieues, à la SNCF, dans l'éducation nationale, les assurances, les rapports de voisinage.
Faut-il rappeler l'existence même d'un médiateur de la République de 1973 à 2011, aujourd'hui remplacé par un défenseur des droits, chargé d'améliorer, par son action, les relations des citoyens avec l'administration. Classiquement, on distingue deux types de médiation. S'agissant de la médiation conventionnelle, celle-ci s'organise en dehors de tout contexte juridique. Elle complète de façon plus informelle des négociations contractuelles. De fait, elle participe à la communication entre les parties sur le moment présent, mais régule également par anticipation les relations futures. La médiation dans un cadre juridique. Dans ce cadre, la médiation se fonde sur le passé et s'appuyant sur une conception des droits et obligations énoncés antérieurement, départage ou divise. En France, elle s'appuie alors sur des textes légaux. Recentrons-nous maintenant sur la médiation familiale. Il en existe une définition récente adoptée par le Conseil national consultatif de la médiation familiale. Je cite. La médiation familiale est un processus de construction ou de reconstruction du lien familial, axé sur l'autonomie et la responsabilité des personnes concernées par des situations de rupture ou de séparation, dans lequel un tiers impartial, indépendant, qualifié et sans pouvoir de décision, le médiateur familial, favorise à travers l'organisation d'entretiens confidentiels, leur communication, la gestion de leurs conflits dans le domaine familial, entendu dans sa diversité et dans son évolution. Le médiateur familial est un professionnel diplômé d'État voulu par Ségolène Royal, alors ministre déléguée à la famille et à l'enfance, dans le début des années 2000. Cette formation garantit la qualité des pratiques, basée sur un socle commun, débouchant sur un diplôme d'État de médiateur familial, repérable par les prescripteurs et les familles. Lorsque l'on s'adresse à un médiateur familial, c'est qu'il y a un différend qu'on ne peut pas résoudre seul. Par la communication, le médiateur va accompagner les individus à renouer le dialogue, à identifier les réelles causes du différend et accompagne les protagonistes à retrouver confiance en l'autre, ce qui va permettre à chacun de pouvoir élaborer un scénario de sortie de crise. Prenons l'exemple d'une liquidation matrimoniale. Le médiateur ne se substitue pas au juge ni au notaire, il accompagne les protagonistes à retrouver confiance l'un dans l'autre afin de les aider à trouver un accord pour le partage des biens. Le médiateur familial peut également accompagner les parents dans l'exercice de l'autorité parentale et dans la co-construction d'une parentalité responsable. Durant la séance de médiation, plusieurs sujets peuvent être abordés. Le lieu de résidence de l'enfant, les droits de visite et d'hébergement, la contribution financière à l'entretien et à l'éducation des enfants. Le médiateur peut également recueillir la parole de l'enfant si ce dernier le demande. Dans ce cas, le médiateur s'adjoint un professionnel de l'enfance. Tous les sujets sont abordables en médiation familiale, à condition que cela facilite le travail de deuil d'une situation passée et que chacun s'investisse. Vous allez maintenant découvrir 3 situations ayant donné lieu à médiation familiale. Tirées de la pratique et pour les besoins du film, ces situations seront jouées par des acteurs amateurs. Je m'appelle Cécile, j'ai 42 ans et je suis la maman de 2 enfants. Je suis en froid avec ma mère depuis la naissance de ma 2e fille, atteinte d'un polyhandicap. Ma mère a eu des mots très durs à la naissance de Morgane. Je n'ai pas supporté plus longtemps ses remarques et ses reproches, et j'ai décidé de rompre avec mes parents, car mon père prenait systématiquement le parti de sa femme. Dernièrement, j'ai regretté de ne plus avoir de contact avec mon père, car il est devenu âgé et malade. Et j'ai décidé de prendre contact avec un médiateur afin de rétablir un dialogue avec, mais je ne craignais qu'il ne refuse. Finalement, il a accepté. Ce fut très émouvant pour moi. Durant la séance, j'ai pu exprimer le ressentiment que j'avais vis-à-vis de ma mère, la frustration de ne pas avoir été aidée et accompagnée face au handicap de ma fille, et surtout la tristesse de ne pas avoir vu mon père plus souvent, car il était devenu une personne interdite par ma mère. Mon père a eu l'occasion de revenir sur notre histoire de famille, le caractère difficile de ma mère, et de me dire qu'il regrettait le temps perdu. J'ai beaucoup pleuré. Il a pris le temps de me réconforter. En revanche, à ce jour,
Il m'est impossible de reprendre contact avec ma mère car les blessures sont encore trop présentes. Mais je suis heureuse de l'issue de la médiation car avec papa nous avons pu mettre en place un rendez-vous mensuel. Lorsque je serai moins à vif, je prendrai contact avec un médiateur pour cette fois-ci renouer avec ma mère. Dans cet exemple de médiation intergénérationnelle, une fois encore, le médiateur travaille sur les émotions. Cela a permis au père et à la fille d'évoquer ensemble leur histoire familiale et d'aborder les mauvais moments, mais également les bons moments. C'est sur cette base qu'ils ont décidé de se revoir à raison d'une fois par mois. Je m'appelle Claude, j'ai 65 ans, je suis médecin généraliste à la retraite. C'est moi qui suis à l'initiative de cette demande de médiation familiale sur proposition du juge. Marie-Hélène et moi sommes mariés depuis plus de 40 ans, mais malheureusement, nous n'avons pas d'enfants. Marie-Hélène fut mon épouse, mais aussi mon assistante pendant toutes ces années d'activité libérale. À ce jour, j'ai rencontré et je vis avec une nouvelle femme. J'y suis attaché et j'aimerais refaire ma vie avec elle. Je sais tout ce que je dois à Marie-Hélène pour son soutien, son attention pendant ces nombreuses années. Mais vraiment, je ne veux plus, je ne peux plus. C'est pour cela que je souhaiterais qu'on arrive à une répartition des biens que nous avons acquis pendant ces années de mariage. Mais malheureusement, Marie-Hélène n'est pas d'accord sur le montant d'estimation de la maison qu'elle veut acquérir, ni sur celle du montant des prestations compensatoires. C'est pour cela que j'ai fait appel et que j'ai demandé à un professionnel qu'il lui transmette mon message. En effet, je suis contre sa proposition, plutôt cette liquidation. Claude souhaite me revendre ses parts plus cher que nous ne les avons achetées. Et tout ça pour profiter avec cette... J'ai travaillé pour lui gratuitement. De plus, j'ai souffert car nous n'avons pas eu d'enfant, car son travail le prenait à temps plein. Claude voudrait maintenant profiter, mais moi j'ai tout sacrifié pour lui, mes besoins, mes désirs, mes projets, tout pour qu'il puisse accomplir son métier dans les meilleures conditions. Pour pouvoir retrouver cette liberté et cette jeunesse, mon cher docteur, il te faudra t'acquitter, car je souffre trop et tu dois payer pour le mal que tu me fais vivre. J'ai pris conscience au cours de cette médiation de la souffrance de Marie-Hélène, essentiellement du fait de cet enfant que nous n'avons pas eu. Par ailleurs, je suis très préoccupé par la précarité dans laquelle elle se trouve, car elle n'a jamais cotisé pendant ces années de travail, et donc n'a pas de retraite à ce jour, ni ne peut prétendre aux indemnités de chômage. Cependant, la médiatrice a su lui transmettre, sans heurts, mon mal-être et mon choix de nouvelle vie. Oui, Claude a entendu toutes mes craintes concernant mon avenir, car je n'ai effectivement rien cotisé, et pour assurer mon futur. Je l'aimais, je l'aime toujours, mais je ne peux le retenir. À mon tour, j'ai réalisé qu'il ne pouvait rester à mes côtés, confondant son épouse et son assistante. Il a pu également me dire qu'il partageait la souffrance de n'avoir pas eu d'enfant, et je pense que ce manque mutuel est un élément moteur de notre divorce.
Et nous en sommes tous les deux convaincus. Cette médiation a permis de mettre en lumière la réelle cause de divorce, à savoir le désir inassouvi d'enfant. Chacun a pu exprimer ses craintes et ses souffrances, et c'est une fois ce travail accompli que le médiateur a pu accompagner le couple dans la rédaction d'un contrat qui permet de liquider les biens. Puis ce contrat a été transmis au juge aux affaires familiales. Je m'appelle Nathalie, j'ai 45 ans. J'ai été mariée avec Eric pendant 15 ans. Nous avons eu 2 enfants, Marie et Jérôme, et nous avons divorcé il y a 5 ans. Au début de notre union, Eric était jeune pilote de ligne. Il nous apportait un train de vie confortable, mais malheureusement était toujours absent. Nous avons dû en plus déménager sur Paris pour nous rapprocher de l'aéroport. J'ai dû quitter toute ma famille, ça a été vraiment extrêmement difficile pour moi. Et en plus, j'ai dû quitter mon travail. Étant toujours seule, je me suis complètement investie dans la vie familiale, m'occupant de la maison et des enfants. À un moment, je ne supportais plus et j'en ai parlé à Eric plusieurs fois. Le fait qu'il ne soit jamais là, ça devenait de plus en plus insupportable. À un moment, j'ai pris la décision de divorcer. Eric ne l'a pas supporté, il était très en colère. Lors du divorce, en audience de conciliation, le juge nous a orientés vers une médiation familiale. Le médiateur nous a aidés à travailler plusieurs points. Le premier, c'était la résidence des enfants, la résidence principale. Du fait de l'absence importante d'Eric, je l'ai donc obtenu. Et lui a obtenu un droit de visite et d'hébergement en fonction de ses disponibilités. Concernant la pension alimentaire, j'ai obtenu une pension alimentaire assez conséquente parce que les deux enfants, enfin les 2 adolescents maintenant, comptent poursuivre des études assez longues. Marie veut débuter des études de droit pour devenir avocate et Jérôme pense à devenir ingénieur. Tout ça pour vous dire que c'est pas prêt de s'arrêter. Ma demande de prestation compensatoire, Eric ne l'a pas remise en cause. Ensuite, concernant la maison, il souhaitait la garder par commodité professionnelle. Donc nous nous sommes mis d'accord et il m'a racheté mes parts. Et puis pour le reste des biens, nous avons partagé 50-50. Et tout ça finalement a été possible parce que le médiateur nous a aidé à rétablir un lien de communication qui n'était plus vraiment là. Depuis le divorce, on avait vraiment une relation extrêmement conflictuelle. Cet exemple permet d'apprécier tout le travail du médiateur familial, notamment la restauration de la communication qui a permis l'apaisement du conflit. Le médiateur familial a pu travailler avec le couple sur les modalités de la séparation, notamment la résidence des enfants, les droits de visite et d'hébergement des enfants, la pension alimentaire, qu'on appelle dorénavant la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, la prestation compensatoire et également la liquidation des biens qui a permis un partage équitable. Sachez encore que les médiateurs familiaux exercent à titre libéral ou en association. Dans ce cas, sous certaines conditions de ressources, et si vous vous adressez à un médiateur familial agréé, la Caisse d'allocation familiale prend en charge une partie des coûts de la médiation. Pour connaître la liste des médiateurs familiaux agréés, vous pouvez vous adresser à votre CAF ou au tribunal de grande instance de votre lieu de résidence. Nous vous remercions pour votre écoute et espérons que ce film vous aura aidé à comprendre ce qu'est la médiation familiale.